Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Fanny Gallo, historienne, membre du comité de mobilisation des facs et des labos en lutte. Et je souhaitais aujourd'hui revenir sur les effets donc, de la LPPR sur l'égalité femmes-hommes, en soulignant dans un premier temps le fait que dans l'élaboration de cette loi, donc dans tout le processus depuis 1 an, aucune des instances représentatives sur ces questions n'a été consultée. Donc que ce soit le Haut Conseil à l'égalité, qui a produit une note sur justement l'impact que pourra avoir cette loi, je vais y revenir juste après, mais également les chargés de mission pour l'égalité femmes-hommes dans les universités, qui, alors même qu'elles sont très impliquées en ce moment, dans l'élaboration d'un plan d'égalité femmes-hommes justement dans les universités, et aussi qu'elles sont aux premières loges de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui touchent l'université depuis déjà probablement des années, mais dont il est davantage question ces derniers temps. Alors ça, donc, premier élément très important, le fait que aucune analyse n'ait été faite sur quel impact ça pourra avoir cette loi, aucune consultation sur l'impact de ces lois du point de vue de l'égalité femmes-hommes. Le deuxième élément important à évoquer à mon avis, c'est la division sexuée du travail qui existe dans l'enseignement supérieur et la recherche comme dans l'ensemble des secteurs de la société. C'est-à-dire que tendanciellement, les femmes ne font pas les mêmes métiers que les hommes, ne sont pas dans les mêmes disciplines d'une part, et d'autre part, plus on gravit les échelons, moins on trouve de femmes, présidents d'université par exemple, professeurs d'université, autre exemple, mais y compris chez les collègues personnels BIATS, où on voit bien que dans les postes les plus élevés des universités, on trouve principalement des hommes. Donc ça, c'est un premier élément, et en réalité, depuis quelques années, disons depuis une quinzaine d'années, dans ce contexte général, on a une aggravation de la précarité, une augmentation très importante de la précarité. Dans mon université, donc à l'université Paris-Est-Créteil par exemple, 30% des personnels à peu près sont contractuels et ou précaires, et parmi eux finalement, il y a 60% de femmes. Donc qu'il s'agisse des personnels BIATS, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, le gros des précaires, en réalité, ce sont des femmes, et ça continue d'être des femmes. Et alors, que va faire la LPPR là-dedans ? Dans la mesure où la LPPR va accentuer cette précarité, qui est déjà grandissante, puisqu'elle va mettre en place des CDI de mission, par exemple, c'est-à-dire des contrats courts. Donc ça, de fait, ça accentuera la précarité. Et on le voit déjà, y compris, pas seulement pour les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses, mais aussi pour les personnels. On peut supposer, mais on se doute, que de fait, ça va avoir des conséquences absolument désastreuses pour les femmes et pour l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors pourquoi est-ce que la précarité, c'est un problème ? La précarité, c'est un problème parce que, bien sûr, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et c'est un problème parce que dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça crée des burn-out, ça crée des dépressions, ça crée une difficulté permanente à se projeter, une recherche permanente de nouveaux contrats pour exister, pour espérer peut-être un jour, là je parle peut-être davantage pour les chercheurs, les chercheuses, les enseignants-chercheurs, les enseignantes-chercheuses, mais obtenir un poste alors même que le nombre de postes se réduit toujours plus, alors même que augmente le nombre de précaires pour assumer quand même tout un tas de tâches qui sont absolument essentielles. Autre élément important à propos de cette LPPR, c'est qu'en définitive, elle va exacerber tous les comportements individualistes, toutes les logiques de compétition et de concurrence. Et on le sait, ce sont des logiques qui desservent les femmes, qui desservent l'égalité femmes-hommes, mais au-delà de ça, qui ne permettent pas que l'ensemble des personnes dominées dans cette société, les personnes non blanches, les personnes en situation de handicap, etc., puissent atteindre une égalité qui est centrale dans un service public d'enseignement supérieur et de la recherche qui est celui qu'on porte. Qu'est-ce que ça voudrait dire une politique pour l'égalité femmes-hommes ? Une politique pour l'égalité femmes-hommes, aujourd'hui, ça signifie obligatoirement une augmentation des financements pérennes, ce que ne va pas permettre la LPPR, puisqu'elle va les réduire encore davantage, et des recrutements absolument massifs dans l'enseignement supérieur et la recherche, des recrutements de postes, de fonctionnaires à tous les niveaux. C'est la seule condition en réalité pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui me semble important, c'est la revalorisation de l'enseignement. C'est-à-dire que la LPPR n'évoque que
la recherche, alors même que nous sommes des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, que notre vocation, c'est justement cette articulation entre l'enseignement et la recherche qui fait qu'on fait une recherche qui se nourrit au quotidien et qui est nourrie de nos étudiants et de nos étudiantes. Et en réalité, on le sait, et toutes les études le montrent, les femmes s'investissent bien davantage dans toutes ces tâches pédagogiques qui sont largement dévalorisées et qui sont totalement dévalorisées en réalité aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de revaloriser justement ces tâches d'enseignement, de leur donner davantage de visibilité pour justement arriver à cette égalité femmes-hommes.